Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire la review, je vais vous donner mon avis des films du studio Ghibli et plus particulièrement de son réalisateur phare, celui qui fait toujours le tour du monde et qui fait des millions d'entrées au cinéma, Hayao Miyazaki. Contrairement à ce que certains vont penser, je ne vais pas parler de l'entièreté de ses films, mais bien les films qu'il a fait uniquement chez le studio Ghibli. Comme ça, on va pas trop se perdre, je vais pouvoir revenir sur les origines du monsieur, sur la fondation du studio, avec qui il a travaillé, et surtout, évidemment, faire chacun des films individuellement, comme on en a l'habitude avec ce type de format vidéo, histoire qu'on ne se perde pas. Donc je me suis octroyé le droit d'avoir quelques petites aides pour retrouver un petit peu les dates des films, pour avoir la fondation de Ghibli, comment ça s'était passé, avec qui il a fondé Ghibli, puisque oui, il est l'un des fondateurs du studio, mais il n'est pas le seul à avoir fondé Ghibli. 80 ans, plus de 50 ans de carrière, pour ne pas dire plus de 50 ans de carrière, parce que le frérot, il en a dans la bouteille. Il en a dans la bouteille, il n'a pas fini de nous surprendre. 2023 a vu sortir son dernier film, et c'est pas fini, il en a encore, il en veut encore. Le gars, il est jamais satisfait de son boulot, il en veut encore, il veut prouver qu'il est éternel. Donc on va parler de son parcours tout de suite. Hayao Miyazaki, né le 5 janvier 1941, est un animateur, un réalisateur, un producteur, un scénariste, tout ce que vous voulez. Le frérot, il a tout vécu dans sa putain de vie, dans la Japanimation, et encore une fois, c'est pas fini. Et il a travaillé pour pas mal de studios, hein. Il a commencé notamment en tant qu'intervalliste chez la Toei Animation dans les années 60. Et oui, si jamais vous n'aviez pas vu la vidéo dont j'ai fait il y a quand même pas mal de temps sur la Toei, où je vous avais dit qu'il y a une époque, notamment quand il est rentré dans le studio dans les années 60, il y avait eu un mouvement de grève, et il en faisait partie. Il était simple intervalliste, certes, mais il en faisait partie, il était là parmi les grévistes avec sa petite pancarte, on veut un meilleur salaire, et il était quand même là. Il a fait sa petite vie, il a fait ses petits trucs, il a collaboré avec un autre monsieur avec qui il fondera Ghibli un peu plus tard. Plus tard, il quittera la Toei pour rejoindre TMS Entertainment à la base, enfin à l'époque, qui s'appelait la Tokyo Movie Shinsha, plus précisément en 1979, où il réalisera son tout premier long métrage, Le Château de Cagliostro, repris avec le personnage principal Lupin the Third. Hein. Vous connaissez certainement la série Lupin 3, et c'est plus précisément le 15 juin 1985 avec Isao Takahata, avec qui il a passé une grosse partie de sa carrière en entrant chez la Toei en tant qu'intervalliste, qu'il fondera le studio Ghibli et qu'il créera son tout premier long métrage au sein du studio. Et là, vous allez me dire, mais du coup, tu vas parler de Nausicaa de la Vallée du Vent. Et non, je ne parlerai pas de Nausicaa de la Vallée du Vent, parce que oui, je vous ai parlé du château de Cagliostro, qui a été réalisé chez TMS Entertainment. Mais il en a réalisé un juste après, dans les années 80, 83, 84, il me semble, hein, si ma mémoire ne me fait pas défaut, c'est Nausicaa de la Vallée du Vent. Et non, contrairement à ce que beaucoup pensent, Nausicaa de la Vallée du Vent n'a pas été fait chez le studio Ghibli. Il a été fait chez la Toei. Tout simplement, voilà, il a été fait chez la Toei, ce film. Donc non, je ne parlerai pas de Nausicaa de la Vallée du Vent dans cette vidéo. J'ai dit que je parlerai uniquement des films qu'il a réalisés chez le studio Ghibli. Et je ne parlerai pas des autres films avec qui il a collaboré au sein de Ghibli. Parce que oui, il a été scénariste. Il a écrit le scénario de certains films, mais il n'en était pas le réalisateur. J'en ai quelques noms qui me viennent à l'esprit, La Colline au Coquelicot, Si tu tends l'oreille de Yoshifumi Kondo. Je vous ai dit du coup La Colline au Coquelicot en 2011 de Goro Miyazaki, son fils. Et Arrietty, Le Petit Monde des Chapardeurs, que j'ai vu. J'ai pas vu ni La Colline au Coquelicot, ni Si tu tends l'oreille, qui sont quand même des films assez connus, mine de rien. Mais c'est pas des films dont il est le réalisateur, donc je m'en branle, tout simplement. Même si Arrietty est un très bon film, mais c'est pas de lui. Il est seulement scénariste sur ce film, donc ça ne m'intéresse pas du tout d'en parler. Donc on va commencer par son tout premier film réalisé chez Ghibli en 1986, Le Château dans le ciel. Alors je saurais pas vous dire, ça fait quand même un petit moment que j'ai vu Le Château dans le ciel, ça remonte à un petit moment, mais ce qui est sûr c'est qu'il a un autre nom, ce film, Tenku no Shiro Laputa. Oui, puisque ce film raconte l'histoire d'un jeune homme et d'une jeune fille qui recherchent une cité volante qui en fait n'est qu'une légende,
qui a disparu au fur et à mesure du temps, et elle est chassée par des gens, elle est recherchée depuis des dizaines, et pour pas dire des centaines d'années, par plein de chercheurs, et on rencontre un petit garçon qui s'appelle Pazu, hein, le petit garçon s'appelle Pazu, et il rencontre une jeune fille qui s'appelle Chita, Chita semble retenue prisonnière au début du film, donc elle semble savoir où se trouve la Piuta, en tout cas on pense, parce qu'elle tient un espèce de collier, et oui, ce collier a un rapport avec la Piuta, puisqu'il pointe directement vers la Piuta, ça on le saura un peu plus tard. Pazu, lui, son père était chercheur, et il était sûr et certain de l'existence de la Piuta, donc tout simplement, ils vont s'allier tous les deux, ils vont partir à la recherche de la Piuta. Est-ce qu'ils vont la trouver? Évidemment que oui. Donc, il faut savoir que dans les films de Miyazaki, ça c'est quelque chose que j'aurais dû évoquer juste avant de parler du château dans le ciel, mais c'est quand même bien que je le mentionne tout de suite pour les films suivants. Il y a quelques mimiques qui reviennent, notamment dans les titres des films de Miyazaki et surtout dans leurs thèmes, car quasiment, pour ne pas dire dans 100% des films de Miyazaki, il y a un rapport avec le ciel. Oui, si jamais vous ne l'aviez peut-être pas vu, il y a toujours un rapport avec le ciel, il y a toujours un rapport avec un enfant, un voyage initiatique, la recherche d'un objet ou d'un lieu. Il y a toujours quelque chose qui revient dans tous les films de Miyazaki, il y a toujours quelque chose qui manque, une figure paternelle, une figure maternelle, un parent ou les deux qui sont absents, et c'est des trucs qui reviennent. Le ciel aussi revient beaucoup, que ce soit avec le château dans le ciel, donc la Piuta, que ce soit un oiseau, que ce soit une machine volante, que ce soit un artefact, que ce soit dans un autre film, ça va être carrément juste une notion de rêve, ou une notion de je ne sais quoi, mais il y a toujours quelque chose, un dragon, une bestiole mythique, voilà, ça vous donne déjà peut-être des idées sur les films d'après, mais il y a toujours ces mimiques qui reviennent, que Miyazaki adore recycler. Alors c'est pas pour c'est pas mauvais, au contraire, hein, ça fait partie intégrante de la qualité de ces films, donc on peut pas dire que ce soit du mauvais recyclage, au contraire, puisque c'est des choses qu'on adore voir et revoir, et on adore pouvoir rechercher un petit peu toutes les références qui glissent par-ci par-là, et c'est d'ailleurs le cas dans son dernier film, hein, le garçon et le héron. Le château dans le ciel est donc un film qui n'a pas spécialement mal vieilli, quand bien même il est quand même 40 ans, ce film, hein, il aura 40 ans dans quelques années, en 2026 il aura 40 piges, donc c'est quand même beaucoup, hein, ok, c'est quand même pas mal, mais il est clair de dire qu'aucun des films de Miyazaki n'a vieilli, même les plus vieux, même celui qui est le plus vieux ici, Le Château dans le ciel, n'a pas vieilli d'un iota, surtout avec ses versions Blu-ray et l'évolution de la technologie. Sincèrement, Ghibli s'en sort plutôt bien, ils étaient même plutôt en avance sur leur temps. De toute façon, Miyazaki a toujours eu une tendance à mettre le paquet sur l'animation, le paquet sur la réal, pour que ces films, même 40 piges plus tard, aient toujours une avance sur leur temps, niveau réal, niveau animation. Il y a très peu de 3D, il y en a, hein, ça serait mentir de dire qu'il n'y en a pas, il y en a, mais il y a une alchimie quasi parfaite. On n'est pas sur des films archi-réalistes comme sur son successeur, notamment Makoto Shinkai, on pense à lui, hein, ou encore Mamoru Hosoda, qui ont chacun leur style, et plus Makoto Shinkai sur le réalisme, vraiment réalisme pur, hein. Quand on regarde Suzume à côté, qui est sorti en 2023, tu compares Suzume et Le Garçon et le Héron, tu vois bien qu'il y a un attrait plus réaliste chez Suzume, vous voyez ce que je veux dire, mais Miyazaki lui le fait à sa manière, et c'est franchement pas dégueu, au contraire, je préfère presque le style de Miyazaki à celui d'un Suzume, d'un Your Name ou d'un... J'aime tous les styles, mais je sais pas pourquoi le style de Miyazaki est reconnaissable déjà entre mille. Tu vois un film de Ghibli, tu sais tout de suite si c'est un Miyazaki ou si c'en est pas un. Hein, tu reconnais tout de suite si c'en est un ou pas, hein. Rien qu'avec son style graphique, t'es sûr et certain de ne pas te tromper si c'est un Miyazaki. Et Le Château dans le ciel n'en fait pas exception. Et franchement, voilà, c'était sympa de voir tout simplement cette petite histoire du château, de trouver le château, de voir ces immenses plaines, de voir les espèces de robots un peu mécaniques et tout. Il y en a un d'ailleurs qui tombe sur Terre, ou bien ils en trouvent un sur Terre, et puis finalement ça part dans des espèces d'explosions un peu partout. Chita est donc une descendante de la Piuta, donc tu sais que voilà, il y a des chasseurs de trésors, etc. Ils essayent de s'enfuir, donc ils passent par plein de passages et tout. Tu sens que
l'architecture a été bien pensée et ce film est juste, voilà, est juste super beau. J'ai pas m'y attarder trop longtemps. Je pense qu'on va passer au suivant, un des plus connus dans son genre, puisque beaucoup, alors je sais pas si beaucoup ont commencé par celui-ci, mais j'ai plusieurs interprétations concernant Totoro, parce que oui, on va parler de Mon voisin Totoro. Mon voisin Totoro est une petite histoire sacrément sympathique quand même, hein, sortie en 1988, donc 2 ans plus tard, hein, et raconte l'histoire de 2 jeunes filles qui, avec leur papa qui est professeur en université, décident de déménager dans la campagne, tout simplement, dans une petite maison qui n'a pas été habitée depuis un bon petit moment. Et dès le début du film, tu te rends compte qu'il y a quelque chose d'un peu surnaturel. Donc ces petites filles regardent un petit peu, visitent la maison et trouvent des espèces de petites bouboules noires qui ont des yeux, c'est tout mignon et tout. Et puis une nuit, ils rencontrent des esprits. Et cet esprit, c'est ce qui deviendra finalement le logo du studio, la mascotte de Ghibli, c'est le gros Totoro, tout simplement, hein, qui a un esprit de la forêt, qui qui habite la forêt à côté, et puis les jeunes filles vont vivre quelques petites aventures merveilleuses avec ce Totoro. Et puis j'oublie une featuring importante. Bon, c'est pas nécessaire de le rappeler à chaque film, parce que pour Totoro c'est plus marquant pour Totoro, et surtout pour les films suivants c'est pareil, hein, ce dont je parlais par rapport aux mimiques des films Ghibli, c'est les musiques de Joe Hisaishi. Les musiques de Joe Hisaishi d'ailleurs, que je vais voir l'année prochaine à Paris, la Défense Arena. Je suis très 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 curieux de voir ce que ça va donner en live, et j'ai surtout très très hâte puisque j'adore les musiques de Ghibli. Donc Joe Hisaishi c'est une pointure en la matière, ses musiques sont toujours aussi cultes et le sont toujours après 40 piges. Des millions de gens ont samplé sur les musiques de Joe Hisaishi. C'est une légende dans la Japanimation et une légende dans son métier et dans ce qu'il fait. Donc franchement, Joe Hisaishi, les musiques de Totoro quand même, hein, Tonari no Totoro, qui ne connaît pas Tonari no Totoro, qui est certainement le thème le plus culte composé par Joe Hisaishi, tout simplement, hein. Il n'y a pas d'autre débat, il y a pas de débat là-dessus, c'est littéralement la musique la plus culte qui ait pu composer Joe Hisaishi. Tu penses à Joe Hisaishi, tu penses à Totoro, tu penses au Château dans le ciel, tu penses à Porco Rosso, tu penses à Le Château ambulant, tu penses à plein d'autres films, voilà, tout simplement. Mais les premiers qui te viennent à l'esprit, c'est les Ghibli, tout simplement. Et ça ne fait pas exception ici, mais il y a quelques petits esprits qui s'appellent, donc je vois les noiraudes, de ce que j'ai cru comprendre, donc les petits bouboules noirs qui ne semblent visiblement pas être des esprits, mais voilà, Totoro, c'est marrant, c'est folklorique. Voilà, il y a un côté un peu folklorique quand ils font pousser l'arbre sur le terrain et tout. Et le lendemain, il n'y a plus d'arbre. Et c'est trop cool en fait. Ça a un côté un peu rêve. C'est comme si rien de tout ça n'était réel. C'est comme si en fait les petites filles faisaient un rêve et le lendemain elles se réveillent, rien ne s'était vraiment passé. Tout ce qu'elles ont vécu dans cette nuit-là, quand elles sont sorties et qu'elles ont vu Totoro, elles se sont accrochées à elle. Le truc il s'est envolé et tout. Il est parti dans les airs avec un petit parapluie et tout. Voilà, c'est une histoire un peu folklorique. Surtout que les petites filles, on retrouve cette mimique du parent absent, parce que oui, même si elle perd, la maman est souffrante d'une maladie, ils viennent leur rendre visite. Et il y a cet esprit un peu d'apaisement aussi à la fin du film où la maman est guérie, la maman va mieux. T'as un petit peu peur, tu te dis les petites filles vont perdre leur maman et tout. Et on va dire que ce petit voyage initiatique avec Totoro, ça a peut-être, je sais pas, apporté de la bienveillance, ça a apporté un peu de magie et en fait, tout va bien. Tout va bien, il y a des graines qui ont germé le lendemain matin dans le potager. C'est un esprit protecteur, voilà, tout simplement. Et c'est juste apaisant. Totoro, c'est apaisant, c'est mignon, c'est tout ce que tu veux. Bon, il y a des côtés, il y a aussi quelques petits côtés un peu dérangeants, ça on en reparlera sur les prochains films. Et principalement le plus connu en France. Alors, je parlais de Totoro et ceux qui ont commencé par leur premier Ghibli. Il y a un Ghibli qui est certainement l'un des plus grands films. Bon, il a été détrôné depuis, hein, je pense que vous devinez facilement duquel il s'agit. Il a été détrôné au box-office japonais.
Mais je pense que beaucoup ont commencé par celui-ci, ont été le voir au cinéma. Mais il y a aussi des côtés un peu flippants, dérangeants dans les Ghibli que Miyazaki aime bien glisser par-ci par-là. Mais voilà, Totoro, c'est quand même sacrément mignon. Il a reçu quelques prix, notamment du meilleur film. Le prix Noboro Ofuji, plus précisément, et le prix Mainichi. Alors, je sais pas du tout quand et qu'est-ce que c'est, mais en tout cas, c'est vachement sympathique. Merci beaucoup Miyazaki pour ce film que j'aimerais beaucoup revoir parce que ça fait très longtemps que j'ai pas revu Totoro pour être tout à fait honnête avec vous. Donc je n'ai que quelques souvenirs flous de ce film. D'ailleurs Tonali no Totoro c'est le nom original, hein. C'est le nom de la musique mais c'est aussi le nom original du film. Comme ça je le précise, comme ça on se trompe pas. Film suivant. Kiki, la petite sorcière. C'est très récent celui-ci, je l'ai vu il y a pas si longtemps que ça, j'ai dû le voir il y a à peine un an. Oui, j'ai vu il y a à peine un an Kiki la petite sorcière sur Netflix. Oui, parce que oui, les films d'ailleurs de Kiki, enfin les films de Kiki, les films de Miyazaki, les films de Ghibli sont en partie quasiment tous disponibles, ou étaient en tout cas disponibles sur Netflix. Il me semble que c'est peut-être plus le cas aujourd'hui, ils sont peut-être disponibles sur Disney+, mais je peux me tromper, hein. Mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai découvert, en regardant aussi Arrietty et tout, je me suis dit, allez, je me lance dans toute la filmographie de Miyazaki, et je me suis dit allez je vais découvrir Kiki la petite sorcière. Ça faisait longtemps que j'en entendais parler et j'avais jamais regardé ce film, sorti en 1989, quasiment un an après mon voisin Totoro. Et Kiki la petite sorcière, alors franchement c'est une sacrée surprise. C'est certainement l'un des plus beaux visuellement des films Ghibli. Ouais, ouais, je peux pas le comparer au récent, je sais, je vais me prendre des tollés là, je vais me prendre des flèches, je vais me prendre des coups de baguette magique, puisqu'on est dans Kiki la petite sorcière. Ouais, je sais, je suis marrant 2 secondes, veuillez m'en excuser. Mais cette histoire est pareil, assez mignonne, en tout cas au premier abord, puisque Kiki doit quitter donc sa famille pour aller rejoindre une autre ville et servir, on va dire, de sorcière, d'aide à toute une ville. Donc elle prend son petit balai, elle prend son chat, Gigi, qui est trop mignon. Et puis la VF, la putain de VF, qui est archi méga culte, sa mère. Tout simplement, oui, je parle avec le nez, c'est normal. Je suis désolé. La VF de ce film est archi méga culte. On retrouve l'incroyable, la magnifique Adeline Chetaille sur Kiki, évidemment. Et oui, comment l'oublier? C'est certainement l'un de ses premiers films Ghibli, il me semble, puisqu'elle avait dit qu'elle avait doublé Kiki, Kiki la petite sorcière et Arrietty, que j'ai vu aussi en VF. Hein. Bien que ce soit dommage que j'en parle pas. Clin d'œil, clin d'œil. Mais ça n'empêche pas ce film d'être juste trop cool. Donc elle quitte sa maison à 13 ans, elle prend son balai, elle trouve une ville. Donc elle voit plein de sorcières et tout. Elle a sa petite, sa petite lanterne accrochée. Puis elle arrive dans une nouvelle ville. Elle rencontre des gens. Elle trouve un domicile dans une boulangerie où elle rencontre une gentille famille et tout. Mais personne ne connaît de sorcière de là où elle va. Elle va au bord de la mer puisqu'elle connaissait pas la mer. Donc on voit le voyage de Kiki. Elle se rend dans cette nouvelle ville. Et puis à la fin du film, bah elle sauve une ville en fait tout entière. Littéralement, elle sauve une ville d'une montgolfière qui s'est décrochée. Elle sauve un petit garçon qu'elle rencontre plus tôt dans le film, qui d'ailleurs clairement, soyons honnêtes, il est tombé amoureux de Kiki, hein, tout simplement. Voilà, il y a littéralement pas de débat là-dessus non plus. Hein, c'est quand même assez visible, hein, que le petit garçon soit tombé amoureux d'elle. Mais voilà, que ce soit le service de livraison, bah voilà, elle se crée un service de livraison à travers la boulangerie. Elle aide aussi la gentille femme à la boulangerie qui plus tard a un enfant. Donc on a toute une évolution chronologique qui est franchement très sympa. Et puis Kiki c'est devenu archi culte et tout dans les conventions. On voit plein de Kiki la petite sorcière, Gigi le petit chat noir, les chats noirs qui sont censés être quand même bah, porter malheur, tout simplement. Mais en fait, tu te rends compte qu'à la fin du film, il trouve l'amour, lui aussi, en fait. Hein. Il trouve l'amour, il a même des enfants à la fin du film, donc c'est juste mignon. Kiki a quelques petits problèmes aussi, elle semble perdre ses pouvoirs magiques, et en fait, bah, elle n'arrive plus à parler à Gigi, puisque bah, c'est ses pouvoirs magiques qui lui permettent d'interagir avec son chat, donc elle n'y arrive plus. Donc voilà, je vous ai dit, il y a une évolution chronologique du film, que ce soit dans la psychologie de Kiki, que ce soit dans l'évolution de la ville, le temps qui passe et tout. Et la fin, du coup, je vous disais, hein, le dirigeable, et de sauver le petit garçon dans le dirigeable et tout, qui fait que Kiki est vue à la télé, vue dans les journaux et tout, et se fait un nom, et ça devient la sorcière la plus connue du monde, hein, disons-le. Hein. Elle s'est fait un nom alors qu'elle a 13 ans, mais
c'est ce côté, encore une fois, folklorique, et donc le côté volant, je vous ai dit, hein, quelque chose qui vole. On retrouve cette mimique aussi de l'objet, de la personne, du lieu, ou d'un oiseau, ou de quelque chose qui vole. Bah là, c'est Kiki qui vole sur son balai, puisque c'est une sorcière, tout simplement. Et franchement, c'est juste trop sympa, et c'est juste... voilà, j'ai envie de le revoir. Très honnêtement, ça m'a donné envie de le revoir, ce film Kiki, la petite sorcière. Alors, le film suivant, c'est Porco Rosso, de 1992. Oui, 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 c'est normal. J'ai changé d'outfit entre deux. Forcément, je tourne cette review en deux fois. Il y avait beaucoup d'informations à retenir. Et je vous avoue qu'il y a certains films Ghibli que j'ai eu du mal à retenir, notamment l'un des derniers, l'avant-dernier, où il a fallu que je revoie un petit peu. Et puis, je me permets d'avoir aussi des petits résumés sous les yeux, histoire de ne pas me perdre. Surtout quand on entre sur les films comme Porco Rosso ou Princesse Mononoke, qu'on verra après. Il y a beaucoup d'informations qu'il faut retenir. C'est des films que ça fait un moment que je les ai vus. Et j'avoue que certains noms de personnages et le centre même de l'intrigue, je les ai un peu oubliés, je vous le cache pas, ça aurait peut-être pu être le moyen de revoir ces films, mais je vous avoue qu'une fois ça suffit, notamment pour Porco Rosso, donc sorti le 18 juillet 92, qui traite donc d'un homme qui s'appelle Marco Pago, qui a été transformé en cochon. Il n'y a pas d'explication logique, c'est juste que ça serait une malédiction. Ça se passe donc entre les deux guerres en Italie. Oui, oui, Porco Rosso, ça a un attrait un peu italien. Et donc Porco Rosso, c'est un chasseur de primes, enfin un ancien militaire pendant la première ou la deuxième guerre mondiale, il me semble. C'est plus pendant la première guerre mondiale. Et il s'est reconverti après avoir été transformé en cochon. Et il est devenu on va dire chasseur de primes, hein, contre les pirates de l'air. Donc notre cher Porco Rosso, il protège un petit peu son quotidien, il chasse les pirates, et il va de temps en temps au bar voir une jolie jeune femme qu'il aime en secret, et cette jeune femme connaît sa véritable identité. Alors je sais plus exactement si c'était la femme de son frère qui est mort pendant la guerre ou un truc dans le genre, mais ce qui est sûr c'est que Porco tient beaucoup à elle. Et pendant une mission, son avion tombe en panne, il doit aller le faire réparer, et c'est pas le mécanicien habituel qui va réparer son avion, mais une jeune fille qui va littéralement lui reconstruire tout son avion, alors que à cette époque-là, les femmes, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les femmes, elles ont remplacé les hommes pendant la Première Guerre mondiale. Et oui, pendant que les hommes étaient à la guerre, et ça se réitérera pendant la période 39-45 pour la Seconde Guerre mondiale. Donc Porco est quelqu'un qui a, on va dire, l'esprit tourné vers, alors non pas la misogynie, faut pas abuser, puisque au début, il n'est pas tout à fait content que ce soit une femme qui reprenne son avion, mais cette jeune femme va finalement plutôt bien lui servir, quand bien même elle va se mettre en danger au fur et à mesure. Puis ça part sur une espèce de compétition entre mercenaires, et puis tout finit bien au final, hein, voilà, tout va bien. Porco, il a sauvé la jeune fille, et puis on peut dire que sa malédiction s'est envolée, à demi-mot en tout cas, mais c'est ce côté un peu... alors visuellement, c'est pas forcément celui qui a le mieux vieilli, mais les musiques de Joe Hisaishi sont aussi extrêmement connues sur ce film Porco Rosso. Je vous avoue que je me suis pas spécialement ennuyé, surtout que on retrouve encore une fois cette gimmick, cette mimique de l'avion, de l'objet qui vole. Donc pour le coup, le côté un peu hydravion, le côté motoring, qui est beaucoup mis en avant, puisqu'on voit clairement les détails du moteur et tout. Donc on sent que Miyazaki, il a beaucoup voulu mettre en avant l'aspect de l'avion, qui reviendra beaucoup avec notamment Le Vent se lève, qu'on verra tout à l'heure, qui est le central du film. Donc il aimait bien. De toute façon, avec tous les films qu'on a déjà traités jusqu'à maintenant, il y a une période qui revient beaucoup chez les films de Miyazaki. On le reverra avec Le Vent se lève et Le Garçon et le Héron, qui sont les deux derniers. On l'a déjà vu sur les films précédents, c'est la guerre. Que ce soit la première guerre, la deuxième guerre. D'ailleurs, l'autre grand réalisateur du studio, Isao Takahata, l'avait déjà traité avec un des films les plus tristes de la Japanimation. C'est Le Tombeau des Lucioles, qui est l'un des films les plus tristes de la Japanimation, et ça je pense que tout le monde s'en souvient. Il est également l'auteur, le réalisateur du Conte de la Princesse Kaguya, et puis d'autres films qu'il a fait en collab, il me semble, chez notre cher studio. Il a été producteur de 3 films chez Studio Ghibli, mais j'ai plus le nom de toute façon, donc j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Donc Porco Rosso est quand même un film plutôt sympa, qui est, on va dire, psychologiquement intéressant de par son personnage principal, et par de tout l'aspect visuel et historique aussi.
Que ce soit les personnages, notamment Curtis, hein, le grand méchant qui veut courtiser Gina, donc la jeune femme, ça y est, le nom me revient grâce à tout ça. Et puis on voit qu'on est surtout dans un monde qui est quasiment le même que le nôtre, puisque Curtis il veut devenir un des nouveaux grands noms du cinéma à Hollywood. Donc clairement, on est dans un monde très proche du nôtre. On est dans un Japon d'entre-deux-guerres. On est dans une Amérique, hein, puisque bah, l'Amérique jouera un grand rôle pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est bien que notre cher Miyazaki l'ait mis en avant aussi dans ce film. Donc tout ça est très important, très intéressant. Et puis toute la relation qu'a Marco, donc Porco Rosso, avec Gina et avec tout ce qu'il a en tête jusqu'à la fin du film, que ce soit cet aspect où il a été transformé en cochon, la raison pour laquelle il a été transformé et comment est-ce qu'on peut le retransformer aussi, qui revient beaucoup avec une histoire que tout le monde connaît beaucoup, hein, que ce soit le prince transformé en grenouille notamment, hein, mais Porco Rosso reste quand même dans mes souvenirs comme étant un film plutôt bon, donc je n'ai point grand-chose à redire là-dessus. Passons au suivant, Princesse Mononoke, qui en a fait peur à plus d'un. Ce film est incroyablement visuel de par son horreur. Voilà, autant le dire directement, Princesse Mononoke est un film très visuel, très sale. Autant le dire comme ça, alors sale. Non pas parce que c'est un film d'horreur dégueulasse et tout, que les enfants... Alors je pense qu'il y a des enfants qui ont dû être qui ont dû avoir peur en voyant ce film de Princesse Mononoke. Non pas que j'ai mis du temps à le voir pour cette raison, mais parce que, bah, comme je vous l'ai dit hein, au début de cette review, de toute façon, j'ai mis du temps à vouloir tout regarder les films de Ghibli, et puis ça a été... c'est venu comme ça, petit bout par petit bout, et Princesse Mononoke est donc passé par là, il fallait que je regarde. Évidemment, donc sorti le 12 juillet 1997, à peu près un an après, donc on peut dire que Miyazaki, excusez-moi, il charbonnait sur ses films, il n'avait pas le temps, il sortait quasiment un film par an, il en avait rien à secouer, et il fallait qu'il y aille. Alors, la Princesse Mononoke traite de thèmes assez intéressants, notamment le thème de l'écologie, déjà des esprits aussi, évidemment, puisque bah, le personnage principal, Ashitaka, est touché par une malédiction sur son bras, quand il tente d'arrêter au début du film un dieu de la montagne, un sanglier qui a été touché, qui est devenu un espèce de monstre, hein, tout simplement, a devenu un démon, et en l'arrêtant, il est touché par ce sanglier, et donc son bras est touché d'une malédiction, et donc il doit quitter son village, il peut plus y rester, et il doit aller se faire soigner quelque part, en tout cas essayer de trouver un remède, il pense pouvoir le trouver. Et c'est là évidemment qu'il rencontre la jeune fille, hein, San, il me semble, c'est ça, hein, la jeune fille dans la forêt, la caricature parfaite du personnage de Princesse Mononoke qui est sur l'affiche, la jeune fille de la forêt qui vit avec les animaux et qui soigne les animaux à la manière d'une sauvage, à la manière d'une amérindienne. Et franchement, ce film... bah déjà, primo, ça traite de beaucoup de choses. Déjà, on est dans une époque japonaise à l'ère. Alors, Muromachi, je ne saurais pas vous dire exactement c'est de quelle année à quelle année dans ce Japon-là. Mais on traite aussi beaucoup d'esclavagisme, on traite de violence, il y a des guerres civiles entre différents villages, donc on voit beaucoup de trucs pareil qui sont très graphiques, notamment avec cette fameuse scène de la flèche qui littéralement qui décapite un homme. C'est encore une fois très graphique, on peut se comprendre, et puis tout l'aspect destruction de la nature et tout avec bah, le dieu des montagnes, le grand esprit de la forêt qui finit par se faire découper la tête. Ça part bah, comme d'habitude, comme dans beaucoup de films de Miyazaki, dans des trucs un peu pas morbides, mais ça part un peu dans un aspect très visuel, très graphique, où t'as, je veux pas dire des trucs dégueulasses, hein, mais il y en a hein, encore une fois, hein, mais tu vois clairement des tentacules sortir de partout, du sang, des boyaux et tout, ça part dans tous les sens, et les personnages jouent un rôle là-dedans, notamment avec la dame Eboshi, hein, qui est qui clairement a des esclaves, autant le dire, hein, c'est une monarque qui gère un village à elle toute seule, et Ashitaka arrive là, et puis tu vois qu'on est sur de la violence, de la haine, la guerre, les conditions des femmes, la tolérance, la valeur du travail, le remerciement pour le travail accompli, il y a pas mal de trucs intéressants, et ça fait que Princesse Mononoke a été un film beaucoup mieux accueilli que tous les autres. Alors en tout cas, bah, à son époque, quand il est sorti, il a été très bien accueilli de par toutes les thématiques qu'il apporte, et
Je sais plus si ça finit bien, je me rappelle plus trop, voilà, je vous cache pas, je me rappelle plus trop comment ça finit, si ça finit bien ou si ça finit pas bien, surtout que bah, ça part en gigantesque guerre entre les animaux et les hommes, et voilà, comme je vous le disais, hein, il y a toutes les conditions de vie, les droits de l'homme, les animaux, la nature et tout. Donc, Princesse Mononoke est un film que j'aimerais beaucoup revoir. Alors, peut-être pas tout seul, mais pourquoi pas le faire découvrir plus tard à des gens. Franchement, moi, j'aimerais beaucoup. Le plus grand, je vous en parlais très probablement tout à l'heure, l'un des plus grands films au box-office japonais, c'est évidemment Le Voyage de Chihiro. Eh oui, Le Voyage de Chihiro. Il a été incroyablement bien accueilli dans les salles japonaises, ce qui fait qu'il est très rapidement grimpé dans les charts, dans les, les films les plus vus du Japon. En France aussi, il a fait des entrées phénoménales. C'est l'un des premiers, il me semble, je peux me tromper, n'hésitez pas à aller chercher sur internet et à me dire. J'irai peut-être vérifier par moi-même, mais Chihiro, il me semble que c'est l'un des premiers qui est arrivé chez nous en France au cinéma, et ça a eu un succès fou. Alors le voyage de Chihiro, c'est évidemment Chihiro, hein, une jeune fille, et leurs parents qui déménagent vers une nouvelle ville, et c'est là où, dans les montagnes, ils tombent sur une ville abandonnée, enfin en tout cas ce qui semblerait être une ville abandonnée, et quand ils commencent à manger, puisque ils s'arrêtent pour manger, ils ont faim, hein, voilà, tout simplement. Chihiro, elle est pas, voilà, elle a pas trop envie de rester là, mais ce qui est sûr, c'est que elle a pas trop envie, elle se dit papa maman faudrait peut-être partir et tout, et puis elle a pas eu le temps de tourner de l'œil que ses parents se sont retrouvés transformés en cochons. Non, c'est pas une blague, et je peux comprendre complètement que des enfants qui ont vu ça aient pu être choqués, aient pu avoir peur en voyant ce début de film qui est complètement terrifiant. Son objectif, ça va être de sauver ses parents, de trouver un moyen de les retransformer, puis elle va se retrouver mêlée dans un monde féerique et fantastique, entraînée là-dedans avec la fameuse sorcière, avec le dragon, le jeune homme qui l'aide et qui est capable de se transformer en dragon. Alors j'ai plus du tout son nom, Aku, il me semble c'est ça, l'esprit de la rivière, donc qu'elle a déjà rencontré étant petite, en tout cas c'est c'est ce dont je me souviens, et donc ce jeune homme peut se retrouver transformé en dragon. Il y a Yubaba, excusez-moi, la vieille des bains, donc la sorcière qui fait peur, hein, avec leur fameuse tête très reconnaissable et très graphique des films de Ghibli et des films de Miyazaki. Voilà, on a le fameux personnage, l'un des plus emblématiques avec Totoro, le sans visage, hein, le monstre noir avec son masque, sans visage, qui, voilà, enfin, sans visage, il a un visage, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est un masque, derrière le masque, il n'y a pas de visage, qui donne des pièces ou qui donne des petits bouts d'or à Chihiro, qui l'accompagne dans le train pour trouver l'autre sorcière, hein, comment dire, la sœur jumelle de la sorcière Yubaba. Et puis encore une fois, tout l'aspect mythologique, comment dire, très visuel, hein, très fantastique. L'aventure qui l'a fait voyager à travers ce bâtiment gigantesque dans les bains, tous les monstres et tout qui se font manger, la bouffe qui est en abondance, tous les petites bestioles qui se baladent et tout. Voilà, là on est certainement avec Mononoke, bon, qui était dans un truc un peu plus réaliste. Chihiro, c'est un peu plus fantastique, mais on a encore une fois tous ces trucs très graphiques, très visuels, qui font un peu peur, mais qui franchement sont toujours aussi fantastiques. Donc il fut jusqu'en 2020 l'un des plus grands succès de l'histoire du Japon, jusqu'à ce qu'il soit détrôné, il me semble, par Your Name, hein. Il a été détrôné par Your Name, ou par d'autres films qui le succéderont encore et encore et encore, sans oublier évidemment la bande originale de Joe Hisaishi, sans oublier, hein. Et puis il a pris à peu près 1 an à être produit, ce film, puisque la production a débuté en 2000, il est sorti donc le 20 juillet 2001, donc oui, il y a eu 3-4 ans après la sortie de Mononoke en 97 pour la sortie de ce film Chihiro, et on peut comprendre pourquoi, vu tout l'investissement visuel qu'a eu ce long métrage. Passons à mon Ghibli préféré. Oui, c'est le film que j'affectionne le plus au monde. C'est mon Ghibli préféré, c'est mon bébé. C'est celui que j'aime par-dessus tout. C'est Le Château Ambulant, sorti en 2004. Alors ça,
Ce film Aoru, je l'ai tatoué sur le corps, tout simplement. Alors ça se verra peut-être mal à la caméra, mais cette clochette japonaise que j'ai sur le bras, avec le chapeau de Sophie, l'héroïne du film que j'adore. J'adore Sophie, c'est l'un de mes personnages préférés, tout Ghibli confondu. Et comment oublier, avec Aoru évidemment, le mage Aoru, comment oublier ce film. Et puis, le personnage qui fait toute l'identité du château ambulant, c'est Calcifer, la petite flamme. Comment oublier Calcifer? Non, je suis désolé, comment vous osez oublier Calcifer? C'est l'un des personnages les plus mignons, les plus intéressants, les plus incroyables de tous les films Ghibli. Je suis désolé, je le préfère à tous les autres films. Il n'a pas vieilli d'un iota, je l'ai revu récemment en Blu-ray, c'est l'un des Ghibli qui a les plus beaux visuels. Je suis désolé, voilà, je sais, je vais me faire taper dessus. De toute façon, c'est mon avis, alors j'en ai rien à foutre. Hein. Mais... le château ambulant. Oh là là, l'histoire de Sophie, donc qui est touchée par une malédiction qui la transforme en vieille mamie de 80 ans, touchée par la sorcière des Landes, qui est amoureuse d'Aoru, le mage, qui vit dans son château ambulant, hein, donc un château qui peut bouger un peu partout. On est dans un monde alors semi-réaliste, mais en même temps vous aurez évidemment compris que c'est un monde tout à fait fictif, mais on se rapproche un peu d'un aspect réaliste. Pourquoi? Parce que il y a des avions, il y a des bateaux, des navires de guerre, il y a des trains, donc on retrouve un peu un aspect réaliste, mais c'est un film tout à fait magnifique de par son histoire, que ce soit celle de Sophie transformée en mamie qui cherche à trouver évidemment Aoru pour défaire ce sort, puis elle finit par vivre au chevet, au crochet de Aoru dans son château. Elle devient la nouvelle femme de ménage, puis tout l'aspect aussi de la guerre dont Aoru essaye désespérément de fuir. Aoru n'est pas celui qu'on pense, c'est quelqu'un qui a en réalité peur de tout, mais il se retrouve entraîné dans tout ça, il essaye de l'arrêter à sa manière, mais il n'y arrive pas. Puis tout le mystère autour de Calcifer, la flamme qui maintient en vie Aoru, puisque si Calcifer meurt, Aoru meurt aussi, donc c'est tout l'aspect... Alors, l'aspect scénaristique, comment je pourrais le dire autrement, tout le mystère autour de Calcifer aussi, pour mieux comprendre pourquoi est-ce qu'il nous a dit ça au début du film, comment est-ce que Sophie, parce qu'on la voit rajeunir au fur et à mesure du film, hein. Oui, vous en avez peut-être jamais fait attention, mais Sophie rajeunit au fur et à mesure du film, on la voit clairement courbée comme une vieille mamie au début du film, puis on la voit de mieux en mieux se porter, elle a plus besoin de canne, elle arrive à tenir debout, jusqu'à ce qu'elle fasse face à la dame Suliman, celle qui a appris à Aoru à utiliser la magie, hein, et on la voit clairement redevenir une belle jeune femme, puisque oui, quand elle a été transformée, elle avait tout juste 18 ans, donc c'est une jeune fille dans la fleur de l'âge, et toute son histoire est incroyable, la guerre qui touche les deux pays, l'épouvantail qui va jouer un rôle incroyable, la sorcière des Landes aussi qui va jouer son rôle, jusqu'à la fin, tout est magnifique jusqu'à la fin. Ce film est juste une masterclass, que ce soit dans ses visuels comme dans son scénario. Je ne saurais pas vous dire, je suis trop un fanboy de ce film pour être objectif. Je suis trop un fanboy, même être subjectif, j'y arriverai pas avec ce film. Je suis désolé, c'est juste mon film Ghibli préféré, donc je m'en excuse d'avance si j'arrive pas à exprimer si j'arrive pas à mieux exprimer ce que j'ai pu vous dire sur les précédents films, et je suis juste un fanboy ultime du château ambulant. Voilà, je suis désolé, je m'en excuse d'avance. Passons au film suivant, comme ça on va pouvoir arriver plus rapidement sur la fin, puisque oui, le film suivant, c'est le seul et unique film Ghibli que je n'ai pas vu, enfin le film Miyazaki que je n'ai pas vu, c'est Ponyo sur la falaise. J'ai essayé de regarder, déjà primo, la fiche ne me donnait pas envie, c'est le Miyazaki qui a décidé de prendre un côté totalement différent de tous les autres. On est sur un truc un peu chibi, un peu mignon et tout. Et puis évidemment Ponyo sur la falaise, vous l'avez remarqué sur les affiches, Ponyo en fait c'est littéralement un petit poisson, enfin une petite poissonne, peu importe à quoi ça ressemble ou à quoi c'est censé ressembler, qui rencontre un jeune homme, puis finalement t'as un mec qui vit dans la mer, qui peut vivre apparemment que dans la mer, qui essaye de récupérer Ponyo qui est allé jusque sur Terre, donc on a un aspect un peu écologique entre les animaux de la mer, le truc aussi que Miyazaki touche dans ce film, de ce que j'ai pu comprendre, hein, parce que j'ai vu que les 15 premières minutes, hein, c'est que
la mer. C'est un truc, c'est le truc sur Terre que l'on connaît le moins. Et oui, on explore l'espace, on a exploré beaucoup de trucs dans l'espace, dans le ciel, on connaît beaucoup de trucs sur les bestioles qui vivent dans l'air, mais dans la mer, c'est l'un des espaces, si ce n'est l'espace sur Terre, qu'on a le moins bien exploré sur toute la planète. On doit connaître que 8% des océans, on a dû visiter de fond en comble que 8% des océans. Donc c'est intéressant que Miyazaki l'ait traité dans ce film-là, mais je sais pas, visuellement, ça juste, c'est pas possible. Visuellement, j'y arrive pas. Peut-être parce que ça touche un autre type de public, Pogno sur la falaise, mais genre c'est pas du tout mon style. Voilà, j'ai pas tenu plus de 15 minutes. Même j'ai pas tenu tout le long de l'intro du film, tout simplement, que ce soit l'arrivée de Pogno à la surface, la rencontre avec le jeune homme qui amène Pogno à son école, qui le cache derrière les buissons. J'ai tapé le micro, je suis désolé. Et puis voilà, j'ai arrêté là parce que juste j'ai pas réussi. Voilà, j'étais sur mon téléphone au lieu de regarder le film, et puis à partir de là, ça sert strictement à rien de me forcer à le regarder. J'avais déjà pas envie de le voir, donc j'ai essayé, j'ai pas réussi. Que voulez-vous? C'est comme ça. Donc finissons cette vidéo avec les deux derniers films. Celui-ci, vous les attendez peut-être. Alors peut-être plus le dernier que celui-ci, puisque celui-ci n'est pas l'un des plus appréciés. Même s'il était censé être le dernier film de Miyazaki, puisque suite à celui-ci, donc 3 ans après celui-ci, Miyazaki avait annoncé prendre... Enfin, plutôt, 3 ans après, il a décidé de faire marche en arrière, parce qu'à la sortie de ce film, il a dit qu'il prenait sa retraite. 3 ans après, en 2016, il a décidé de revenir en arrière et finalement ressortir de sa retraite pour faire son nouveau film, qui est sorti donc... il y a très peu de temps, le 14 juillet 2023, au Japon, et il y a très peu de temps chez nous, donc le 1er novembre, il est sorti chez nous, Le Garçon et le Héron, et ça on le traitera juste après. C'est Le Vent se lève. Le Vent se lève, c'est pas compliqué, c'est une autobiographie. Voilà, c'est une autobiographie d'un concepteur dans l'aéronautique qui s'appelle Jiro Horikoshi. Cet homme a véritablement existé. Il est le créateur d'un des bombardiers japonais les plus connus au monde, le Mitsubishi A6M. Et donc cette histoire du Vent se lève raconte son histoire de sa naissance jusqu'à ce qu'il rentre en tant qu'ingénieur chez Mitsubishi, qu'il trouve l'amour. Bref, il y a plein de trucs, même l'histoire de ce pourquoi il est devenu ingénieur en aéronautique. Son plus grand admirateur, celui dont il est le fan absolu, l'ingénieur italien Giovanni Battista Caproni, qui existe pour de vrai, qui a existé pour de vrai, et son avion le plus connu, le Caproni CA-60, qu'on voit dans le film, ont existé pour de vrai aussi. Donc c'est un film qui est complètement réaliste sur la vie d'un homme qui a vraiment existé, qui s'est marié. Alors ça c'est peut-être un peu romancé, puisque c'est une autobiographie romancée, donc il y a des trucs qui ont été ajoutés pour romancer un peu l'histoire, mais l'histoire en elle-même de ce jeune homme qui est devenu ingénieur en aéronautique après la Première Guerre mondiale, puisque oui, il est né un petit peu après la Première Guerre mondiale, et il devint ingénieur en aéronautique pour les avions qui serviront pendant la Seconde Guerre mondiale. Quand bien même il ne souhaitait pas réellement ça, mais on voit toute l'évolution, que ce soit dans la création de ces avions au sein de Mitsubishi, le talent que pouvait avoir Jiro Horikoshi dans sa recherche, la visite des locaux en Allemagne, puisque les Japonais à l'époque étaient très renfermés, mais du côté de l'aéronautique, on essayait de trouver de nouvelles techniques pour, je sais pas, améliorer les ailes de l'avion, pour éviter qu'elles se cassent, ou trouver des techniques pour améliorer l'intérieur du cockpit, ou trouver des techniques pour améliorer le moteur. Et tout ça vient à ce que notre cher Jiro visite l'Allemagne, qui n'était pas encore en guerre, mais il y avait quand même déjà des tensions. On voit que quand les ingénieurs japonais arrivent, on leur interdit littéralement de voir les avions. Littéralement, on veut pas qu'ils montent dedans, qu'ils les regardent littéralement de loin. Ils n'ont même pas le droit de rentrer. On leur interdit au départ de rentrer carrément dans les hangars. Parce que même les hangars, ils ont peur, les Allemands ont peur qu'ils carrément ils copient leurs hangars hyper technologiques, puisque les Allemands étaient déjà incroyablement en avance sur le Japon, sur les avions. Et donc, on voit qu'il y a beaucoup de tensions dans l'air. Et que il s'est passé beaucoup de trucs, que Jiro croise une jeune fille qu'on voit au début du film, puisque quand il rejoint, il doit rejoindre une école en 1923, il y a un tremblement de terre, et il aide une jeune femme et sa famille, et cette jeune femme, il la revoit plus tard, qui s'appelle...
Alors je sais plus comment elle s'appelle cette jeune femme, j'aurais pas envie de vous dire de bêtises, mais ce qui est sûr c'est qu'il la revoit plus tard, il se marie avec cette jeune femme, et enfin il est censé se marier avec elle, mais lui annonce qu'elle a une tuberculose qui lui sera fatale, elle finit par mourir de la tuberculose, malheureusement elle n'en sera pas soignée de cette tuberculose, mais voilà, c'est le côté romancé de ce film qui est incroyablement beau, et il y a beaucoup de photos hein, de Horikoshi qui existent pour de vrai, et dont je me servirai pour illustrer, parce que oui, il y a des photos qui existent d'Olikoshi dans les années 40, et puis évidemment le Caproni CA60 aussi qui a été pris en photo dans les années 20. Donc tout ça existe pour de vrai, tout ça a réellement existé, la vie de cet homme est telle que vous la voyez dans ce film, un peu plus romancée, mais elle a vraiment existé. La création de cet avion a été faite de cette manière. Les ingénieurs que vous voyez dans le film sont des gens qui ont très probablement existé pour de vrai eux aussi. Donc, c'est une histoire très jolie, une histoire un peu tragique aussi, hein, puisque vous savez que les avions seront utilisés pour la guerre, mais ça n'empêche pas que ce film est extrêmement beau, et ça aurait été beau aussi que Miyazaki s'arrête sur ça. Mais on peut comprendre que le frérot, il ait eu envie aussi de revenir pour une dernière danse. Alors, une dernière danse, puisque Le Garçon et le Héron ne sera très probablement pas son dernier film, et d'ailleurs, c'est parfait pour passer à son dernier grand succès, Le Garçon et le Héron, qui est l'un des films qui a su se placer au bon moment, et dont Miyazaki a dit que ça servit à rien de faire de la promotion pour ce film. Je ne donne que le titre, qui est Kimitachi wa Dokoiruka, qui est un roman paru en 1937 qui s'appelle Et vous, comment vivrez-vous? Mais de ce que j'ai cru comprendre, il n'utilise que le titre. Il ne suit pas réellement le roman, puisque ce film est pas mal. Ce film est pas mal, c'est pas mon Ghibli préféré, je vous en ai déjà parlé sur les réseaux sociaux. Donc on suit l'histoire de Maito, un garçon qui a malheureusement vu sa maman mourir dans un hôpital, dans l'incendie d'un hôpital, et donc il finit par déménager à la campagne où son papa s'est remarié avec la sœur de sa mère. Oui, oui, littéralement il se marie avec la sœur de sa femme, donc avec qui d'ailleurs il va avoir un enfant, alors je ne me souviens plus si c'est une fille ou un garçon à la fin, et dans cette nouvelle maison, donc dans ce grand domaine, parce que c'est pas qu'une simple maison, c'est carrément un domaine. La maison est gigantesque, il y a carrément des domestiques, des vieilles femmes. Encore une fois, on retrouve cette mimique des vieilles femmes, des vieilles fripées et tout. Donc le côté, l'objet qui vole, bah, c'est le héron cendré que notre héros rencontre au début du film. Mais contrairement à ce qu'on peut croire, eh ben en fait, le garçon et le héron, déjà le titre est très mal choisi. Autant le dire, Le Garçon et le Héron, c'est très mal choisi comme titre. Quand bien même ils finissent par voyager ensemble plus tard dans le film, c'est pas très cohérent avec le scénario, puisque Maito finira par visiter une espèce de tour. Une tour, puisqu'il voit que le héron finit par s'y réfugier un peu plus tard dans le film, donc il est curieux d'aller voir ce que c'est. Et on finit par lui dire que c'est une tour qu'aurait fondé l'ancêtre de leur famille, qui serait tombé ici. Carrément tombé, hein, pas genre construite et tout, hein. Mais l'armature aurait été construite autour de la tour, et cette tour abriterait du coup quelque chose de mystique. Donc, on est sur un truc fantastique, puisque le héron finit carrément par parler. Oui, le héron finit par parler. Sa nouvelle maman, hein, Natsuko, finit par disparaître alors qu'elle est enceinte, et il finit par de lui-même par carrément rentrer dans la tour, suivi par le héron qui parle, carrément le héron qui parle. Allez pas comprendre, hein, c'est du Miyazaki, c'est normal, hein. On est censé être sur un film réaliste qui parle de guerre, le petit garçon de 10 ans qui perd sa maman. Tu te dis, ok, on va vivre la vie d'un jeune homme qui doit se reconstruire psychologiquement puisqu'il a perdu sa mère. On se dit peut-être qu'il il va devoir accepter sa nouvelle famille et tout. Ah non, 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 pas du tout, ça n'a rien à voir. On est sur un truc totalement fantastique où carrément il se retrouve téléporté dans un autre monde. On comprend que les vieilles femmes, carrément il finit par croiser une jeune femme qui s'appelle Kiriko et qui est le portrait craché de la Kiriko qui l'a suivi au cours du film, donc qui est l'une des domestiques, qui est censée être vieille, à avoir 80 ans, mais là, visiblement, cette jeune fille qui s'appelle aussi Kiriko, bah exactement le même, enfin, littéralement le même prénom et les mêmes vêtements, et voilà. Vous aurez compris ce que c'est. Puis en fait, on finit rapidement par comprendre que ce film, Le Garçon et le Héron, en fait, traite carrément du multivers.
Littéralement, oui, oui, Miyazaki se sert des tendances actuelles, enfin, même si le truc de multivers commence un petit peu à descendre, commence un petit peu à diminuer et à disparaître, mais au moment, je pense, où la production de ce film a dû se faire, il a dû se décider, à mon avis, à traiter un petit peu de ce côté multivers où on traverse des portes et puis on tombe sur différents types de mondes. Le monde des morts, le monde, notamment le monde des perruches. Oh, le monde des perruches, qui est l'élément central. Hein. Après qu'il soit rentré dans la tour, le monde des perruches, il est incroyable le monde des perruches. Je suis désolé. Le monde des perruches, le roi perruche. C'est juste une grosse dinguerie. Ce monde était fou, que ce soit les personnages, le personnage du grand-oncle, hein, qui est donc le dieu, le fondateur de la tour, qui est en fait littéralement le dieu qui régit le fonctionnement de la tour, qui peut permettre donc d'utiliser toutes ces portes et de voyager entre toutes les mondes, entre toutes les époques aussi, puisque c'est pas que des mondes, mais aussi des époques, où notre cher Maito va croiser Himi, qui est donc sa mère, littéralement en plus jeune. Alors, ce qui est dommage dans Le Garçon et les Ronds, c'est pour ça d'ailleurs je me permets de casser un peu ma phrase ici, c'est que le film, malheureusement, n'est pas assez surprenant. Alors vous allez me dire, oui, mais t'es chez un Ghibli, c'est pas censé être spécialement compliqué à comprendre. Je suis pas d'accord sur ce point-là, puisque Le Vent se lève n'était pas spécialement un film très simple à comprendre, de par son côté autobiographique. L'un des films les plus compliqués à comprendre à mon sens, c'est quand même pas mal Princesse Mononoke. Hein. Princesse Mononoke est quand même un film qu'il faut avoir vu plusieurs fois pour bien comprendre toutes ses subtilités scénaristiques. Je citerai peut-être aussi Le Voyage de Chihiro aussi, qui peut ne pas être compris dans son intégralité à son premier visionnage. Bref, les Miyazaki, et on le voit avec Ce Garçon et le Héron, il y en a beaucoup qui en sont ressortis très... ils essayaient de comprendre le scénario de Ce Garçon et le Héron, et ça peut se comprendre, hein, ça peut se comprendre, que ce soit par peut-être son synopsis un peu étrange, son synopsis qui est pas très clair non plus, ça peut se comprendre, et sa VF évidemment qui a fait beaucoup de vagues, alors que pourtant c'est bien la première fois d'ailleurs que je vois des gens se plaindre d'une VF d'un Ghibli, alors que moi elle ne m'a causé aucun problème, mais ça a fait des vagues, je comprends pas pourquoi, sincèrement. J'ai même vu des spécialistes vraiment de la VF sur les réseaux se plaindre de cette VF du Garçon et le Héron, j'ai pas compris pourquoi, mais c'est bien qu'il ait voulu s'essayer à ça. Malheureusement le film, donc je reviens sur ça, sur ces histoires de scénario. En fait, le problème, c'est que le film installe pas mal de mystères. Que ce soit sur la maman du héros, tu comprends très rapidement son identité. Mais en fait, avant même, juste après avoir instauré un mystère, il te le crache à la gueule. Alors, ça fait un peu violent dit comme ça. Mais le problème, c'est que le film te laisse pas le temps d'essayer de réfléchir. Il t'instaure un mystère vite fait, on te dit vite fait, alors d'après les légendes, il s'est passé ceci, il s'est passé cela. 10 minutes après, on te dit le mystère. On te dit véritablement ce qui s'est passé. Que ce soit avec l'histoire de la maman qui serait revenue un an plus tard dans son époque alors qu'elle n'avait pas vieilli, tu comprends très rapidement qu'en fait... c'est la jeune fille qu'on voit qui sauve notre héros, qui peut utiliser le feu. C'est pas comme si la mère de Maito était morte dans un incendie à l'hôpital, donc la jeune fille peut utiliser le feu. Elle dit tu connais Natsuko, mais oui, c'est ma grande sœur. Ah, Natsuko, c'est ta grande sœur. Donc Natsuko, c'est la petite sœur de la mère de Maito, dont le père, donc Shoichi, s'est remarié. C'est censé être la sœur. Ah bah oui, t'as pas besoin de réfléchir, le film te crache toutes ces mystères à la tronche. C'est ça qui est dommage, il te crache tous ces mystères à la tronche. Alors peut-être, outre l'histoire du grand-oncle, avec ces fameuses pièces d'échecs qui permet au monde de subvenir et de vivre et de survivre, bon, qui finit par littéralement mourir, hein, parce qu'il est trop vieux, donc il n'arrive plus à maintenir la puissance de ce monde, il n'arrive plus, en tout cas, avec son grand âge, à maintenir l'équilibre de cet univers. Il pensait à ce que Maito devienne son successeur et permette à ce monde de survivre, outre de son monde d'origine, puisque oui, vous aurez vite compris que le monde de la tour est celui du monde où il vient, de ce Japon d'entre-deux-guerres, parce que oui, littéralement, on est dans un Japon, juste un Japon d'avant-guerre, ou un Japon d'après-guerre, je sais plus si on est dans un Japon d'avant ou d'après-guerre, mais il me semble qu'on est dans un Japon d'après-guerre, hein, ou pendant la guerre en tout cas, puisque le père, Shoichi, est un concepteur
de cockpit d'avion. Oui, des coques, vous savez, les fameuses coques qu'on pose sur les avions. Les coques en... Alors, je sais plus si c'est du plexi ou du verre, hein, tout simplement, mais les coques qu'on pose sur les cockpits d'avion. Et on comprend rapidement qu'en fait, bah, il fait ça pour les avions de l'armée. Alors, il y a même peut-être d'ailleurs une corrélation avec le vent se lève. On va savoir peut-être qu'il est l'un des ingénieurs qui conçoit aussi ces coques pour Mitsubishi, pour le Mitsubishi A6M du vent se lève. On va savoir, c'est peut-être une référence, hein, mais... On comprend rapidement qu'on est donc dans un Japon d'entre-deux-guerres et que ça colle aussi avec la sortie Déjà, on retrouve cette gimmick de la guerre. On retrouve cette mimique de la guerre. Et on retrouve aussi le fait que la mère de Maito a légué à ce dernier le roman Et vous, comment vivrez-vous, sorti en 1937. Vous aurez compris là, vous n'êtes pas bête, vous avez compris. Donc c'est fait exprès, tout est fait exprès et encore une fois, c'est trop prévisible. C'est littéralement trop prévisible. C'est bien dommage que tout soit prévisible dans ce film, mais ça n'empêche pas celui-ci d'être quand même agréable à regarder. On voyage parmi plusieurs mondes, les décors sont toujours aussi merveilleux. On a eu des séquences, la séquence au début du film où Maito court à travers les rues pour retrouver sa mère en espérant pouvoir la retrouver vivante, et puis il tombe sur l'hôpital en flammes et tout. C'est encore une fois très graphique, mais c'est très différent. C'est très nouveau, et j'espère que le prochain film de Miyazaki retentera ce genre de dinguerie, parce que c'est juste merveilleux. C'est juste absolument merveilleux ce qui a été fait. Je me permets de le redire, mais la VF est loin d'être mauvaise sur ce film-là. J'ai pas compris pourquoi les gens ont tiré sur la VF de ce film. C'est loin d'être... De toute façon, les Ghibli n'ont jamais... non plus été incroyablement brillants sur leur VF. Je comprends pas pourquoi cette VF en particulier. Voilà, je comprends pas pourquoi avoir tiré sur cette VF en particulier alors que elle est loin d'être mauvaise. Elle fait largement le café, que ce soit Baito ou le Héron, ou toutes les voix font largement le café. Et moi, voilà, j'ai rien trouvé de mauvais sur ce film. C'est pas le Ghibli que je reverrai de sitôt, mais de par son aspect voyage, son aspect historique, son aspect fantastique, qui revient beaucoup, et toutes les mimiques des films de Ghibli, que ce soit la recherche d'un parent perdu, la mort d'un parent aussi, le voyage à travers un monde fantastique pour résoudre un problème, que ça touche un monde ou bien que ce soit le monde d'origine ou un monde fictif, et puis évidemment le côté voyage d'un jeune garçon, d'une jeune fille, puisque on jonche un peu les deux, hein, entre les deux, des fois c'est un garçon, des fois c'est une fille, en fonction des films de Miyazaki. Il choisit l'un ou l'autre, même si j'aime bien quand c'est des personnages féminins, ça change un peu, puisque on a très peu de films d'animation qui touchent des personnages féminins, en tout cas en tant que perso principal. On en a dans des films d'animation, on en a beaucoup, mais pas qui sont des persos principaux, on en a très peu en tout cas. Outre les grands classiques, je parle vraiment des films d'animation originaux comme les Ghibli ou encore les films de Shinkai ou encore les films de Mamoru Hosoda, on a très peu de films comme ça où c'est un personnage féminin qui est mis en avant et qui est un personnage principal. Donc c'est bien qu'ils se tentent à faire 50-50, alors c'est peut-être pas le cas pour les Miyazaki, mais en tout cas moi j'aime bien. Et qu'il ait choisi un garçon comme Maito, moi je trouve ça bien aussi, puisque le personnage est intéressant, le personnage est bien, le personnage évolue dans un monde qui n'est pas le sien. Et puis voilà, on n'est pas dépaysé comme d'habitude avec Miyazaki. Outre Pogno sur la falaise ou encore Le vent se lève, qui étaient des films, en l'occurrence pour Le vent se lève, c'était un film autobiographique, donc il n'y avait rien de spécialement, à part peut-être le côté un peu romancé dedans, ça reste un film réaliste, qui s'est réellement déroulé. C'est l'histoire d'un homme qui a vraiment vécu. C'est l'histoire d'un homme qui s'est vraiment déroulé pour de vrai. Voilà. Mais tous les autres ont toujours un aspect plus ou moins fantastique. Et c'est ce qu'on aime dans les Miyazaki. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette review des films Miyazaki. Si Miyazaki se décide à faire un film après Le Garçon et le Héron, ce qui visiblement risque d'être le cas, hein. Mais ne nous emballons pas tout de suite, je pense que ce film ne sortira pas tout de suite du tout, hein. Je pense qu'il prendra son temps pour le sortir, surtout que du jour au lendemain, notre cher Miyazaki peut aussi se décider à faire machine arrière et à prendre sa retraite et à laisser peut-être son film à quelqu'un d'autre. Sachant que aussi le studio Ghibli a été racheté en grosse partie
En tout cas, les parts du studio ont été grandement rachetées par NTV, ce qui était déjà le cas, hein. NTV avait déjà une grosse partie du studio, mais voilà, des accords ont été trouvés. Je crois 40% du studio maintenant appartient à NTV, qui pourrait faire autre chose de Ghibli à l'avenir. Et donc on verra ce qu'il adviendra du studio dans les prochaines années, si peut-être ils vont se démocratiser et faire des séries télé ou je ne sais autres, puisque Ghibli, vous savez qu'ils sont spécialisés dans les films d'animation, mais reste à savoir déjà ce que l'après Miyazaki nous montrera, l'après Isao Takahata aussi, hein, parce que les deux ne seront pas éternels, ils ont c'est tous les deux 80 ans, donc à un moment donné il va bien falloir qu'ils s'arrêtent définitivement, donc on verra ce que donnera le futur du studio. J'ai hâte de voir le prochain film de Miyazaki, je le traiterai dans une vidéo à part entière, si je suis toujours sur YouTube d'ici là, parce que va savoir quand est-ce qu'il sortira, dans 4, 5 ans, peut-être moins, peut-être plus que 5 ans. Reste à savoir combien de temps il mettra, sur quel thème ça sera, et qu'est-ce que ça racontera. Merci à tous, et rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.